Alors, il n'y a pas très longtemps, on venait d'amener un prévenu devant le juge. Et malgré ses dénégations, accablé par l'évidence des charges que j'avais réunies contre lui, il avoua son crime en s'écriant « Ah, si j'avais su de quels moyens dispose la justice et la police, et combien il est impossible de leur échapper, je serais resté honnête homme !» Et alors c'est en entendant cette réponse que l'idée me vint de recueillir mes souvenirs. Il faut qu'on sache. me disais-je. Il faut qu'on sache. Et donc, en publiant aujourd'hui mes mémoires, j'ai la conviction d'accomplir une œuvre morale d'une rare utilité. Donc, à l'époque, j'achevais mes études de médecine pour devenir justement officier de santé. C'était le bon temps. J'avais 23 ans. Je sortais de bon matin pour suivre les visites à l'hôpital et je rentrais fort tard car je dois l'avouer, le café Le Roi qui était à l'angle de ma rue avait pour moi d'irrésistibles attraits. Enfin bref, c'est donc à peine si je connaissais de vue les colocataires de mon immeuble. Mais il y en a un cependant avec qui peu à peu je finis par me lier. De taille moyenne, une physionomie insignifiante, cet homme qu'on appelait Monsieur Méchinet était marié à une certaine Madame Caroline Méchinet, une petite blonde, Blanche, rieuse, dodue, qui paraissait adorer son mari. Bien souvent, je la voyais accompagner jusqu'au seuil de leur appartement et l'embrasser avec passion en disant « Oh, je t'en supplie, Méchinet, sois prudent et pense à ta petite femme. » Une nuit, je dormais profondément quand soudain, on frappe à ma porte à coups précipités. Je me lève, j'ouvre. Monsieur Méchinet se précipite chez moi, les vêtements déchirés, le visage en sang. Que se passe-t-il? que je lance comme ça, tout effrayé. Chut, plus bas, on pourrait vous entendre. Ce n'est peut-être rien, quoique je souffre diablement. Je me suis dit que vous, étudiant en médecine, vous sauriez sans doute me soigner cela. Donc je le fis asseoir, je me hâtai de lui donner les soins nécessaires. Le pansement terminé... Allons, me voilà encore sain et sauf pour cette fois. 1000 remerciements, cher monsieur Godoy. Et surtout de grâce, ne parlez à personne de ce petit accident. Bonne nuit. Bonne nuit, je songeais bien à dormir, moi. Le lendemain, il vint tranquillement me remercier en m'invitant à dîner. Et c'est depuis ce dîner que nos relations furent plus suivies. Me prenant en amitié, presque tous les jours, au moment de l'absinthe, Monsieur Méchinet venait me rejoindre au Café Le Roi pour une partie de domino. Et c'est justement à cette occasion qu'un soir du mois de juillet, sur les 5 heures, un estaffier d'assez fâcheuse mine, je le confesse, entra brusquement et vint murmurer à son oreille quelques mots que je n'entendis pas. J'y vais. Fit-il à l'autre, et s'adressant à moi, Excusez-moi, mon cher voisin, mais le devoir avant tout. Nous reprendrons notre partie demain. et comme tout brûlant de curiosité, je témoignais beaucoup de dépit. Vous voulez venir? Ça risque d'être intéressant. Allez, en route. Et nous sortîmes. Je trottais comme un chat maigre aux côtés de Monsieur Méchinet. Alors je dis trotter parce que j'avais fort à faire pour ne pas me laisser distancer par le bonhomme. Heureusement, place de l'Odéon, un fiacre nous croise. Rue L'Écluse, 39, au Batignolles. Ah, c'est au Batignolles que nous allons? Demandai-je alors avec un sourire de courtisan. Mais Monsieur Méchinet ne me répondit pas. Ses lèvres pincées et la contraction de ses gros sourcils en broussailles trahissaient une poignante préoccupation. Arrivé devant la maison portant le numéro 39, Allez, un sergent de ville nous repousse rudement. non, s'il vous plaît, non, on ne passe pas, s'il vous plaît. Comment ça? On ne passe pas? Mais vous ne me connaissez donc pas? Je suis Méchinet, et ce jeune homme est avec moi. Oh, pardon, monsieur Méchinet, je ne vous avais pas reconnu. Donnez-vous la peine d'entrer. Alors dans le vestibule, une puissante commère, la concierge évidemment, plus rouge qu'une pivoine, pérorait et gesticulait au milieu d'un groupe de locataires de la maison.
Où est-ce? Lui demanda brutalement Monsieur Méchiné. Oh, au troisième, cher monsieur, au troisième, la porte à droite. Oh, Jésus, mon Dieu, quel malheur! Dans une maison comme la nôtre, ainsi, bravo! Au 3e étage, le juge d'instruction dictait son rapport au greffier. Au milieu de la pièce, sur le parquet, gisait dans une mare de sang coagulé et noir le cadavre d'un vieillard à cheveux blancs. Ah, Méchiné, je regrette bien de vous avoir fait déranger. Pourquoi? Mais parce que nous connaissons le coupable. J'ai donné des ordres et il doit être arrêté alors qu'il est... Ah bon? Le coupable est connu? est connu d'une façon certaine et positive, oui, monsieur Méchiné. Le crime commis, l'assassin s'est enfui, croyant que sa victime avait cessé de vivre. Et il se trompait. Rassemblant toute son énergie, ce malheureux vieillard a trempé un de ses doigts dans le sang qui s'échappait à flot de sa blessure, et là, sur le parquet, il a écrit, avec son sang, le nom de son meurtrier. Regardez plutôt. Et en effet, sur le parquet, en grosses lettres mal formées et cependant lisibles, on avait écrit avec du sang Monis. M-O-N-I-S. Et alors? Eh bien, c'est là le commencement du nom d'un neveu du pauvre mort. Un neveu qu'il affectionnait et qui se nomme Monistrol. Diable! Je ne suppose pas que le misérable essaie de nier. Les 5 lettres sont contre lui une charge accablante. À qui d'ailleurs profite le crime? Eh bien, à lui seul, unique héritier de ce vieillard qui laisse, dit-on, une grande fortune. Mais il y a plus. C'est hier soir que l'assassinat a été commis. Or, hier soir, personne n'a visité ce pauvre vieux que son neveu. La concierge l'a vu arriver vers 9h et ressortir un peu avant minuit. Ah ben c'est clair. C'est très clair. Ce Monistrol n'est qu'un imbécile. A-t-il seulement volé quelque chose? A-t-il fracturé quelques meubles pour donner le change sur le mobile du crime? Rien jusqu'ici ne nous a paru dérangé. Vous l'avez dit, le misérable n'est pas très fort. Dès qu'il sera découvert, il aboie. Ah ben tiens, j'étais désormais fixé sur la profession de mon énigmatique voisin. Je comprenais maintenant le décousu de sa vie, ses absences, ses rentrées tardives. Je m'étais remis peu à peu et j'examinais tout autour de moi avec une âpre curiosité. Il paraissait évident que le pauvre vieillard avait été assassiné au moment du coucher. Le lit était ouvert et sur la couverture était étalée une chemise et un foulard de nuit. Ces détails et bien d'autres encore, ah ben tiens, comme le bouchon là, un bouchon à demi recouvert de cire verte qui me semble avoir par terre, sous la chaise du greffier. Les moindres détails, disais-je, je les avais constatés d'un coup, sans effort. Alors que je m'approchais du cadavre, ce qui me surprit dès l'abord, ce fut sa physionomie. Elle était calme, je dirais, et même souriante. La mort avait donc été terriblement prompte qu'il conservait cette expression bienveillante. Oui, mais comment concilier ces deux circonstances inconciliables? Une mort soudaine et ces 5 lettres, Monis. Et oui, car en effet, pour écrire cela, quelle rage n'avait pas dû être la sienne de se sentir expiré avant d'avoir pu tracer en entier le nom de son assassin. Le pauvre vieux a été frappé à la gorge. L'instrument du crime doit être un poignard, car l'arme a traversé le cou de part en part. Poussé par une force mystérieuse, je pris entre mes mains, pour les examiner, les mains roides et glacées du cadavre. La droite était nette. C'était l'index de la gauche qui était maculé de sang. Quoi? C'est avec la main gauche que le vieillard a écrit? Allons donc, ça ne peut pas être possible. Alors là, on fait une petite parenthèse, parce qu'à l'époque, c'était impensable, en effet, que quelqu'un puisse écrire de la main gauche. Vous savez, c'est pas si vieux hein, en même temps. Mais la gauche, c'était aussi un peu comme un terrouquin, donc c'est un peu le côté mal, le côté diable. Donc, saisi d'une sorte de vertige, je me dressai en poussant un cri terrible. Ah! Qu'y a-t-il? Me demandèrent les autres. Prompt comme l'éclair, Monsieur Méchiné s'était jeté à genoux près du cadavre. Ce que j'avais vu, il le vit. Et son impression fut la mienne, car se relevant vivement... Ce n'est pas ce pauvre vieux qui a tracé les lettres qui sont là.
Et il expliqua lui aussi cette circonstance de la main gauche, seule tachée de sang. Et dire que je n'y avais pas fait attention. Voilà la situation diablement changée. Du moment où ce n'est pas le vieux qui a écrit, c'est donc celui qui a tué. Évidemment. Or, peut-on imaginer un assassin assez stupide pour se dénoncer en écrivant son nom à côté du corps de la victime? Ben non, n'est-ce pas? Maintenant, concluez. Eh bien, c'est clair, Monistrol n'est pas le coupable. Mais alors, qui? Et voilà, nous en étions là de notre réflexion quand soudain, Vos ordres sont exécutés, monsieur. Monistrol est arrêté et écroué au dépôt. Il a tout avoué. peindre notre stupeur à tous est impossible. 2 agents de la sécurité venaient de faire leur entrée dans l'appartement. Quoi? Monistrol se reconnaît coupable? Ben, vous vous trompez. Vous vous trompez ou vous nous trompez. Je vous jure, monsieur Mais Ménichet. tais-toi. Ou tu as mal compris ce qu'a dit Monistrol. Ou tu t'es grisé de l'espoir de nous étonner en nous annonçant que l'affaire était réglée. Faites excuse. Mon collègue n'est ni un imbécile, ni un menteur. Et je sais qu'il sait parfaitement que ce qu'il dit, je l'aurais dit. Oui, modérez-vous, monsieur Méchinet. Et avant de porter un jugement, vous deux là, dites-nous en effet ce que vous savez et les raisons de votre assurance. Donc, pour partir depuis le début, c'est vous, monsieur le juge, qui nous avez chargé, l'inspecteur Goulard, mon collègue Poltin, que voici, et moi-même, d'arrêter le nommé Monistrol, bijoutier de son état et domicilié rue Vivienne. Au 75 de la rue Vivienne, plus précisément. En effet, au 75 pour être précis, puisqu'il est inculpé d'assassinat sur la personne de son oncle. C'est exact. Là-dessus, nous prenons un fiacre et nous trouvons le sieur Monistrol dans son arrière-boutique, sur le point de se mettre à table. Pour dîner avec son épouse, pour être précis. Tout à fait. Une femme de 25 ans à peu près. 30 ans, Poltin. Je dirais plutôt 30 ans. Soit, mais d'une beauté admirable. Certes, c'est une belle femme. Bon, très bien. On a compris. Au fait, je vous en prie. Allez, Précisément, faites. j'allais y venir. En nous apercevant tous trois en randonnion, mon particulier se redresse. Que voulez-vous? Aussitôt, le brigadier Goulard tire de sa poche le mandat d'amener et répond « Au nom de la loi, je vous arrête !» Faites excuse si je vous interromps. Il se trouve que j'ai arrêté passablement de particuliers dans ma vie, du fait de ma fonction. Eh bien, jamais, au grand jamais, je n'en ai vu tomber un en décomposition comme celui-là. Vous plaisantez, nous dit-il. Ou vous faites erreur. Non, nous ne nous trompons pas, réplique d'un air martial l'inspecteur Goulard. Nous ne plaisantons pas, que je rajoute, afin qu'il n'y ait pas méprise. Mais enfin, pourquoi m'arrêtez-vous? Répond notre gaillard. Goulard haussait les épaules. Ne faites donc pas l'enfant, dit-il. Et votre oncle, le cadavre est retrouvé, on a des preuves accablantes contre vous. Ah, le gredin. Quelle tuile lui tombe alors sur le museau. Il chancelle. Et finalement se laisse tomber sur une chaise en sanglotant et en bégayant je ne sais quelle réponse qu'il n'y avait pas moyen de comprendre. Oui, absolument. Ce que voyant, Goulard le secoue par le collet de son habit en lui disant « Croyez-moi, le plus court est de tout avouer. » Il nous regarda d'un air hébété et murmura « Eh bien oui, j'avoue tout. » Ah, ce Goulard, bien manœuvré. Après ça, il s'agissait de ne pas moisir dans la boutique. Sûr, on nous avait recommandé d'éviter tout esclandre. Et déjà les badauds s'attrompaient. Goulard empoigna donc le prévenu par le bras. Nous pensions que le plus dur était fait. Mais c'était sans compter sans sa femme. Quand elle vit que bien décidément nous emmenions son homme, elle bondit comme une lionne et se jeta en travers de la porte en criant « Vous ne passerez pas !» Parole d'honneur, elle était superbe. Se cramponnant au chambranle, jurant que son mari était innocent. Déclarant que si on le conduisait en prison, elle le suivrait. Tantôt nous menaçant et nous accablant d'invectives. Tantôt nous suppliant de sa voix la plus douce. Mais quand elle comprit que rien ne nous empêcherait de remplir notre devoir, elle lâcha la porte et se jetant au cou de son mari. « Oh mon cher bien-aimé, gémit-elle, est-ce possible qu'on t'accuse d'un crime? Toi, dis-leur donc à ces hommes que tu es innocent. »
Oh, c'était d'un émouvant. Ah vrai, nous étions tous émus. Mais lui, plus insensible que nous, il eut la barbarie de repousser sa pauvre femme si brutalement qu'elle alla tomber comme une masse dans un coin de l'arrière-boutique. Et ce fut la fin. Et heureusement, on peut dire. Tout à fait, heureusement. La femme étant évanouie, nous en profitâmes pour emballer le mari dans le fiacre. Emballer est bien le mot. Comme un sac de pommes de terre qu'il était notre criminel. Une chose inerte qui ne tenait pas debout. Et le chien, il ne faut pas oublier de parler du chien. Oh, c'est vrai. Mais on ne risque pas de l'oublier, celui-là. Une espèce de molosse noire. Il voulait absolument nous sauter dessus. Et nous avons eu mille peines à nous en débarrasser. En arrivant à la préfecture, le prévenu Monistrol, qui avait retrouvé quelque peu ses esprits, se jeta sur son lit à corps perdu en répétant « Que vous ai-je fait, oh mon Dieu, que vous ai-je fait ?» C'est alors que Boulard en profita pour le mettre à la question. Vous vous avouez coupable? Et de la tête, Monistrol fit oui, oui. Finalement, après avoir eu soin de placer un surveillant pour le cas où le gaillard essaierait d'attenter à ses jours, Boulard est resté là-bas. Et nous, eh bien nous voilà. Si précis, très précis, on ne peut plus précis, ma foi. Comment, après cela, douter de la culpabilité de Monistrol? Moi, j'étais confondu. Et mes convictions étaient inébranlables. J'ouvrais la bouche pour hasarder une objection quand... Tout cela est bel et beau. Seulement, si nous admettons que Monistrol est l'assassin, mais nous sommes aussi forcés d'admettre que c'est lui qui a écrit son nom là, par terre, et dame. Ça, c'est raide. Oh, basta! Du moment que l'inculpé avoue, à quoi bon se préoccuper d'une circonstance que l'instruction expliquera? Je vais me rendre à la préfecture. Je veux interroger ce Monistrol ce soir même. Nous demeurions donc, M. Méchinet et moi-même, debout, face l'un et l'autre. Après tout, peut-être est-ce le vieux qui a écrit. Avec la main gauche? Est-ce possible? Sans compter que la mort de ce pauvre bonhomme a dû être instantanée. Mais en êtes-vous sûr? D'après sa blessure, je ferai le serment. D'ailleurs, des médecins vont venir, qui vous diront si j'ai raison ou tort. Peut-être, en effet. Y a-t-il là-dessous quelques mystères? C'est une enquête à refaire, soit. Interrogeons la portière. Et courant à l'escalier, il se pencha sur la rampe. La concierge, la concierge, montez un peu, s'il vous plaît. En attendant que monta la concierge, je venais de ramasser ce bouchon à demi recouvert de cire verte que j'avais remarqué à terre. Il avait servi. Du côté de la cire, on voyait clairement les traces du tire-bouchon. Mais de l'autre côté se voyait une sorte d'entaille assez profonde, produite évidemment par un instrument tranchant et aigu. Enfin, nous tenons un indice. Ce bouchon, c'est l'assassin qui l'a laissé tomber ici. Il y avait fiché la pointe fragile de l'arme dont il s'est servi. Conclusion, l'instrument du meurtre est un poignard à manche fixe et non un de ces couteaux qui se ferment. Et là, nous fûmes interrompus par le bruit d'une respiration haletante. C'était la concierge, plus rouge qu'il est possible qu'à notre arrivée. Regardez pas où. Service? Monsieur? Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Monsieur, c'est que j'ai de mon en bas, hein? On vous attendra. Je vous dis de vous asseoir. Je vais vous interroger dans votre intérêt. Je vous conseille de répondre sans détour. Et d'abord, quel est le nom de ce pauvre homme qui a été assassiné? Il s'appelait Picoro, mon bon monsieur, hein? Mais il était surtout connu sous le nom d'Anténor, qu'il avait pris autrefois comme étant plus en rapport avec son commerce. Car il était coiffeur. C'était son état. Et il avait gagné sa fortune avec ça, hein? Il passait donc pour riche. Oh ben, j'ai entendu dire à sa nièce qu'il ne se laisserait pas couper le cou pour 1 million. Quelle espèce d'homme était ce sieur Picoro dit Anténor? Oh, la crème des hommes, mon bon monsieur. Il était bien tracassier, maniaque, grigou comme il n'était pas possible. Mais il n'était pas fier. Et si drôle avec ça. On aurait passé des nuits à l'écouter. Bon, c'est qu'il
qu'il en savait des choses. Hein. Oh, des histoires, pensez donc. Un ancien coiffeur qui avait, comme il disait, frisé les plus belles femmes de Paris. Enfin, il n'avait qu'un défaut, le pauvre homme. Il était porté sur le sexe. Souvent, je lui disais, à votre âge, n'avez-vous pas honte? Ah, et est-ce qu'il recevait beaucoup de monde chez lui, ce monsieur Pigoro? Oh, très bien, très peu, très peu. Je ne voyais guère venir chez lui que son neveu, monsieur Monistrol. Ah, qui tous les dimanches, il payait dîner chez le père Matuide. Et comment étaient-ils ensemble, l'oncle et le neveu? Comme les deux doigts de la main. Ah, ils n'avaient jamais de dispute. Jamais, jamais. Ils étaient souvent à se chamailler à cause de Madame Clara. Qui est cette Madame Clara? Ben, la femme de Monsieur Monistrol. Une créature superbe. Ah, il ne pouvait pas la souffrir. Il disait que son neveu l'aimait trop, cette femme, qu'elle le menait par le bout du nez, et qu'elle lui en faisait voir de toutes les couleurs. Il s'était brouillé avec elle, d'ailleurs, à la fin de l'année dernière. Non, elle voulait que le bonhomme prêtât 100 000 francs à Monsieur Monistrol pour prendre un fonds de commerce, un fonds de mijoterie au Palais Royal. Mais il avait refusé, bah, tant mieux, hein, déclarant qu'on ferait de sa fortune ce qu'on voudrait après sa mort. Mais que jusque-là, l'ayant gagné, il prétendait la garder et en jouir, comme il le voulait. Et qu'avez-vous pensé en voyant votre locataire assassiné? Je dis à qui voulait l'entendre, bah, c'est son neveu, le brigand, qui a fait le coup pour hériter, évidemment. Mais d'où vous vient cette certitude? Car en effet, accuser un homme d'un si grand crime, c'est le pousser à l'échafaud. Mais monsieur, qui donc serait-ce? Monsieur Monistrol est venu voir son oncle hier soir, et quand il est sorti, il était près de minuit. Même que, lui qui me parle toujours, ben là il m'a rien dit, ni en arrivant, ni en s'en allant. Ainsi, madame, vous êtes certaine que Monistrol est venu hier soir? Certaine. Et madame, vous l'avez bien vu? Bien reconnu? Me permettez? Je l'ai pas dévidagé non plus, hein. Mais il est passé très vite, hein, en tâchant de se cacher comme un brigand qu'il est. Et il avait pas de peine, hein, le corridor est très mal éclairé. Mais alors, s'il en est ainsi, comment osez-vous affirmer que vous avez reconnu Monsieur Monistrol? Mais si je n'ai pas vu la figure du maître, j'ai vu le museau du chien. Et comme je le caresse toujours, il est entré dans ma loge et j'allais lui donner un os de gigot quand son maître l'a sifflé. Oh, un gros chien, hein. Ah oui, tout noir, avec des taches blanches, hein, au-dessus de l'oreille. Bah, ils peuvent être méchants, hein, ces chiens. Hein. Ils s'appellent Pluton, d'ailleurs. Ah, merci, madame. Vous pouvez vous retirer, je suis fixé. Il me paraît impossible que le neveu ne soit pas le coupable. Cependant, les médecins étaient arrivés pendant ce long interrogatoire, et leur conclusion fut que la mort du sieur Pigoro avait certainement été instantanée. Et donc, concluez... Donc, ça n'était pas Monistrol qui avait tracé ces 5 lettres M-O-N-I-S. Mais si ce n'est pas lui, ben qui donc est-ce? Ah, la préoccupation de Monsieur Méchiné était grande. Je l'entendais grommeler là entre ses dents. Ouais, j'en aurais le cœur net, j'en aurais le cœur net. Et puis il sortit de sa poche le bouchon que je lui avais remis. Venez, mon cher monsieur Godoy, venez avec moi à la préfecture. Dans la nuit noire, le quai des Orfèvres était désert et silencieux. Arrivez, Godoy, arrivez! Nous n'avons pas de temps à perdre. C'était la première fois que je franchissais le seuil de la préfecture de police. Ayant traversé une cour, nous gravîmes un escalier. Et là, à l'entrée d'un étroit corridor percé de quantité de petites portes... mais c'est sur le chef de monsieur Méchiné. Ma foi, mais je vous attendais. Je suis sûr que vous venez pour l'assassin du petit vieux des Batignolles. Bien vu, bien vu. Et alors, il y a du nouveau? Ben non. Le juge d'instruction sera là à l'instant. Et alors? Ben rien. Il n'est pas resté 3 minutes avec l'accusé, ma foi. Et en le quittant, ben, il avait l'air bien insatisfait. En bas de l'escalier, il a rencontré monsieur le directeur et il lui a dit « C'est une affaire dans le sac. L'assassin n'a même pas essayé de nier. » Et que fait-il maintenant? Ben rien. Il geint. Ben, allons le voir. Sur une étroite couchette de fer, j'aperçus un homme à demi replié, la tête cachée entre ses bras. Il pleurait. Eh bien, monsieur Monistrol, nous nous désolons donc. Cependant, si j'étais à votre place, je tâcherais de démontrer mon innocence. Je ne suis pas innocent. Combien de fois faudra-t-il donc que je le répète? Allez, je sais ce qui m'attend.
J'ai tué, je dois être tué. Coupez-moi le cou et le plus tôt sera le mieux. Un instant, que diable. On ne coupe pas le cou aux gens comme ça. La justice comprend certains égarements, certaines fatalités, si vous voulez. Et c'est même pour cela qu'elle a inventé les circonstances atténuantes. Vous lui en vouliez donc terriblement à votre oncle? Oh non. Ben alors? Ben pourquoi l'avoir tué? Pour hériter, mes affaires étaient mauvaises. J'avais besoin d'argent, mon oncle qui était très riche m'en refusait. Tiens, un détail là, comme ça, qui me revient. Où avez-vous donc acheté le revolver qui vous a servi à commettre le meurtre? Je l'avais en ma possession, depuis longtemps. Et qu'en avez-vous fait après le crime? Je l'ai jeté, comme ça, dans la rue. Ah ben c'est bien. On fera des recherches, on découvrira certainement. Mais vous voyez, ce que je ne comprends pas, c'est que vous vous soyez fait suivre de votre chien. Quoi? Comment? Mon chien? Ben oui, plutôt. Le concierge l'a reconnu. Les poings de Monistrol se crispèrent alors. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais soudain se rejetant sur son lit. C'est assez me torturer, vous ne m'arracherez plus un mot. Et nous nous retirâmes donc, et une fois dehors, En voilà assez pour aujourd'hui. Ce soir, je vous emmène manger ma soupe. il n'était pas loin de 10 heures lorsque M. Méchinet sonna à la porte de son appartement. La gentille Madame Méchinet va nous ouvrir. Nous n'avons pas dîné, nous mourons de faim. As-tu de quoi nous donner à souper? Dans 5 minutes, ces messieurs seront servis. La grosse faim ne tarda pas à être apaisée, et M. Méchinet entreprit de raconter à sa femme notre expédition dans les plus menus détails. Vous avez fait une grande faute, une faute irréparable. Mais quoi? Ah bon? Laquelle? Ce n'est pas à la préfecture qu'il fallait aller en quittant les Batignolles. Tu vas me dire que tu voulais interroger Monistrol. Et alors, quel bénéfice en as-tu retiré? Cela m'a bien servi, mon cher ami. Bien servi. Bien servi. Ah, rien, je te dis. C'est rue Vivienne que tu devais courir. Chez la femme. Tu la surprenais sous le coup de l'émotion qu'elle a nécessairement ressentie de l'arrestation de son mari. Et si elle est complice, comme on doit le supposer, avec un peu d'adresse, tu l'as confessé. Quoi, madame? Vous croyez Monistrol coupable? Oui, je suis absolument sûre que l'idée du meurtre vient de la femme. Sur 20 crimes commis par les hommes, 15 ont été conçus, minés et inspirés par des femmes. Demandez à Méchinet. La déposition de la concierge aurait dû vous éclairer. Qu'est-ce que cette Madame Monistrol? Une personne remarquablement belle, vous a-t-on dit, coquette, ambitieuse, rongée de convoitise, et qui mène son mari par le bout du nez. Or, quelle était sa position? Mesquine, étroite, précaire. Elle en souffrait, et la preuve, c'est qu'elle a demandé à son oncle de lui prêter 100 000 francs. Il les lui a refusés. Croyez-vous qu'elle ne lui en a pas voulu mortellement? Et quand elle le voyait portant et solide comme un chêne, fatalement elle se disait « Il vivra 100 ans, ce vieux grigou, et quand il nous laissera son héritage, nous n'aurons plus de dents pour le croquer. Et qui sait même s'il ne nous enterrera pas ?» De là à concevoir l'idée du crime, y a-t-il donc si loin? Et la résolution, une fois arrêtée dans son esprit, elle aura préparé son mari à cette perspective, elle lui aura mis, comme on dit, le couteau à la main, et lui, un jour, menacé de faillite, eh bien, il a fait le coup. Tout cela est logique. C'est logique, mais madame, il s'avoue coupable. Excellent moyen pour engager la justice à démontrer son innocence. Oh, Vous en êtes la preuve, cher monsieur Godeuil. et madame, le malheureux, il ne sait même pas comment son oncle a été tué. Ah, pardon. Il a paru ne pas le savoir, ce Alors qui n'est pas la même chose. Alors, mais tu es trop romanesque ce soir.
Sur ce, et comme je tombe de sommeil, je vous souhaite une bonne nuit. Ouais, et en guise de bonne nuit, je ne puis fermer l'œil. Une voix secrète s'élevait du plus profond de moi-même qui me criait que Monistrol était innocent. Pourquoi diable a-t-il donc avoué? Je sentais bien vaguement que cette enquête avait été légèrement conduite. Je me dois de démontrer son innocence. Enfoncé dans mon fauteuil, je passais la nuit à me torturer la cervelle. Lorsque, sur les 9 h du matin, Monsieur Méchinet va me prendre. Je remarquai alors que mon digne voisin était vêtu avec plus de soin que de coutume. Sa gaieté était celle d'un homme sûr de soi qui marche à une victoire certaine. Suivez-moi, et quoi qu'il arrive, ne vous étonnez de rien. Et il entra brusquement chez un marchand de parapluies. Raide et grave comme un Anglais, il se fit montrer tout ce qu'il y avait dans la boutique pour sortir finalement au bout d'une demi-heure en annonçant qu'il reviendrait le lendemain. Mais le temps qu'il avait passé dans ce magasin n'avait pas été perdu. Il avait eu l'art de tirer des marchands tout ce qu'ils savaient des époux Monistrol. Cette comédie, M. Méchinet la répéta dans 7 ou 8 magasins des environs. Et après 2 heures de cet exercice singulier, nous connaissions exactement l'opinion publique. Sur le mari, il n'y avait qu'une voix. C'est le plus doux et le meilleur des hommes. Serviable, honnête, intelligent et travailleur, il adore sa femme et personne ne peut croire à sa culpabilité. Pour ce qui était de Madame Monistrol, les avis étaient partagés. Certains la trouvent trop élégante, mais en général, on est persuadé qu'elle aime beaucoup son mari. Jamais le plus léger soupçon n'a effleuré sa réputation immaculée. Alors ça, c'est prodigieux. Ce n'est pas là ce que supposait Caroline. Eh oui, nous étions loin également de la déposition de la concierge de l'immeuble de ce pauvre monsieur Pigoro. Bon, c'est assez de faire le pied cru, hein. Allons rendre visite à Madame Monistrol. Une petite servante, 15-16 ans, malpropre, mal peignée, sortie de l'arrière-boutique. Qui a été pour le sas, messieurs? Madame Monistrol? Là, monsieur. Je vais la prévenir parce que voyez-vous, moi, j'ai autre chose à faire. Hein. Ben, c'est bon. Puisqu'elle est là, je vais lui parler moi-même. Et l'ayant écarté du passage, il pénétra dans l'arrière-boutique. Dans un grand fauteuil, une jeune femme blonde était assise. Madame Monistrol? Bigre. Quand les voisins nous avaient parlé de sa beauté, ils étaient restés bien au-dessous de la réalité. Je fus ébloui. Elle se dressa et d'une voix brisée par les larmes. Que voulez-vous, messieurs? Madame, je suis envoyé par la justice. Je suis un agent du service de la sûreté. Vous venez donc pour m'arrêter, alors soyez bénis. Je suis prête, emmenez-moi. Ainsi j'irai rejoindre cet honnête homme que vous avez arrêté hier soir. Quel que soit son sort, je veux le partager. Elle fut interrompue par un grognement sourd. Oh, taisez-vous, Pluton. Allons, allez vous coucher. Ces messieurs ne me veulent pas de mal. Ah ben, vous avez raison de dire que nous ne voulons pas de mal, madame. Nous ne sommes pas venus pour vous arrêter. Alors, que veut-on de moi? Déjà ce matin, j'ai reçu ce papier qui me demande de me rendre cet après-midi à 3 h au palais de justice. Que veut-on de moi? Mon Dieu! Ben, obtenir des éclaircissements qui démontreront, je l'espère, l'innocence de votre mari. Faire éclater la vérité. Vous convient-il de me répondre franchement? Et d'un ton de douloureuse résignation, Madame Monistrol dit... Alors, questionnez-moi. Vous devez savoir, madame, que c'est avant-hier soir, sur les 11 h, qu'a été assassiné le sieur Pigoro, l'oncle de votre mari. Hélas. Où était à cette heure-là Monsieur Monistrol? Oh mon Dieu, c'est une fatalité. Avant-hier, mon mari a passé la soirée hors de la maison. Mais savez-vous où il était? Oh, pour cela, oui. Un de nos ouvriers qui habite Montrouge devait nous livrer une parure de perles, mais il ne la livrait pas. Nous risquions de garder la commande pour compte. Ce fut un désastre pour notre commerce. Donc, à l'heure du dîner, mon mari dit « Je vais aller jusqu'à ce gaillard-là ». Et en effet, sur les 9 h, il sortit. Je l'ai même accompagné à l'arrêt de l'omnibus où il est monté devant moi rue Richelieu. Bon, s'il en est ainsi, votre ouvrier pourra affirmer qu'il a vu Monsieur Monistrol chez lui à 11 h. Hélas, non. Mais comment? Pourquoi?
Parce qu'il était sorti, mon mari ne l'a pas vu. Ah ben en effet, hein. Ah, c'est une fatalité. Mais il se peut que la concierge ait remarqué, monsieur Monistrol. Mais non, mon ouvrier demeure dans une maison où il n'y a pas de concierge. Et à quelle heure est rentré votre mari? Oh, un peu après minuit. En rentrant, vous n'avez rien observé d'extraordinaire en lui? Oh, rien, messieurs. Il était comme d'habitude. Madame Monistrol paraissait accablée d'une douleur immense et cependant, il me semblait par moments découvrir au fond de ses grands yeux bleus comme un éclair de joie. Serait-elle donc coupable? Ne pouvant me contenir davantage, Mais vous, madame, où étiez-vous pendant cette soirée fatale, à l'heure où votre mari courait inutilement à Montrouge à la recherche de son ouvrier? Oh, j'étais ici, monsieur. Des témoins vous l'infirmeront. Ce soir-là, il faisait si chaud que j'ai eu envie de prendre une glace. Mais la prendre seule m'ennuyait, donc ma bonne est allée frapper aux portes des voisines, la femme du bottier, dont le magasin touche le nôtre, et la gantière d'en face. Elles sont restées ici jusqu'à 11h, 11h30. Interrogez-les, elles vous le diront. Mais vous n'avez jamais été soupçonnée, madame. Le pire que l'on puisse supposer, c'est que votre mari vous ait dit quelque chose du crime avant de le commettre. Votre commerce ne va pas très bien, nous a-t-on dit. Vous êtes actuellement dans ce que l'on peut nommer une certaine gêne, je crois. Ah oui, une gêne passagère, en effet. Votre mari doit être malheureux et inquiet de cette situation passagère, mais surtout précaire. Il doit souffrir pour vous qui l'adore. Monsieur, encore une fois, mon mari est innocent. Mais alors, sacrebleu, comment expliquez-vous ces aveux? Un innocent qui se déclare coupable au seul énoncé du crime dont il est soupçonné. C'est rare cela, madame, c'est prodigieux. pour la première fois, son regard, jusqu'alors droit et clair, se troubla et vacilla. À la grande rigueur, on pourrait admettre un délire passager. Mais ce matin, après toute une longue nuit de réflexion, monsieur Monistrol persiste dans ses premiers aveux. Tiens, était-ce vrai? Quoi qu'il en soit, la jeune femme parut près de s'évanouir. Oh, Seigneur Dieu, mon pauvre mari est devenu fou. J'étais persuadé d'assister à une comédie et que le grand désespoir de cette jeune femme n'était que mensonge. Mais Monsieur Méchinet n'avait pas l'air d'un homme qui en cherche si long. Après avoir adressé à la jeune femme quelques consolations banales, il en était venu à lui donner à entendre qu'elle dissiperait bien des doutes en se prêtant de bonne grâce à une minutieuse perquisition de son domicile. Oh, cherchez, messieurs, examinez, fouillez partout, faites ce que vous avez à faire. Monsieur Méchinet se livra à la plus stricte investigation et, dès qu'en apparence il eut terminé, Reste la cave à explorer. s'armant d'une bougie allumée, Madame Monistrol nous guida. Il avait suffi d'un regard prompt et exercé de mon digne voisin pour examiner la cave. Je commençais à comprendre. Dans un coin sont rangées une cinquantaine de bouteilles pleines. Pas une d'elles n'est cachetée de cire verte. Bien, nous pouvons remonter. Je marchai le premier. Ce fut donc moi qui ouvris la porte de l'arrière-boutique et tout aussitôt, le chien des époux Monistrol se précipite sur moi en aboyant. Machinalement, je l'appelle par son nom. Oh là, le chien! Pluton, tout doux, Pluton! Oh, il est inutile que vous l'appeliez, il ne vous obéira pas. Oh, taisez-vous, Pluton, il est fidèle comme tous ceux de sa race. Il ne connaît et n'obéit qu'à son maître et moi. Mais ce n'était rien en apparence, mais tout aussitôt, sans réfléchir, je demandai. Où donc était-il, madame, ce chien si fidèle le soir du crime? Oh, je ne sais pas. Oula, je ne m'en rappelle pas. Peut-être avait-il suivi votre mari? Ah oui, en effet, il me semble maintenant me le rappeler. Et c'est donc qu'il est dressé à suivre les voitures, car vous nous avez dit avoir conduit votre mari jusqu'à l'omnibus. Elle se taisait. J'allais poursuivre quand Monsieur Méchinet m'interrompit, et loin de profiter du trouble de la jeune femme, il la rassura, et après lui avoir bien recommandé de ne pas oublier de se rendre à la convocation auprès du juge d'instruction, il m'entraîna loin de la maison des Monistrol. Perdez-vous donc la tête? Est-ce
perdre la tête que de trouver la solution du problème. Or je l'ai, la solution. Le chien de Monistrol nous guidera jusqu'à la vérité. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Seulement, si Madame Monistrol a tout aussi bien compris vos soupçons, avant ce soir, ben, le chien sera mort ou aura disparu. Ah, j'avais commis une imprudence énorme, c'est vrai. Alors voici où en était le problème. Il nous est prouvé jusqu'à l'évidence que Monistrol est innocent. Oui, mais alors, pourquoi s'est-il avoué coupable? Laissons ça de côté, on verra plus tard. Nous sommes également sûrs que Madame Monistrol n'a pas bougé de chez elle le soir du meurtre. Oui, mais tout démontre qu'elle est moralement complice du crime et qu'elle doit connaître l'assassin. Qui est-il donc, cet assassin? Un homme à qui le chien des Monistrol obéissait comme à son maître, puisqu'il s'en était fait suivre en allant au Batignolles. Donc, un familier de la maison Monistrol, qui devait haïr le mari d'un côté et qui de l'autre devait être bien cher à la femme, hein, puisqu'elle ne le livrait pas, sacrifiant ainsi sans hésiter son mari. Il faut utiliser ce caniche fidèle. Déclara au bout d'un temps Monsieur Méchinet. Je ne saisis pas très bien. Alors, sachez attendre. Madame Monistrol sortira vers 2 heures pour être à 3 heures au palais de justice. La petite bonne sera seule à la boutique, vous verrez. Je ne vous dis que cela. Et j'eus beau insister, il ne voulut rien dire de plus. Un peu plus tard, nous n'étions pas depuis 10 minutes aux abords du magasin Monistrol, quand Madame Monistrol apparut sur le seuil de sa boutique, vêtue de noir avec un grand voile de crêpe comme une veuve. Oh, jolie toilette d'instruction. Grommela Monsieur Méchinet. Et puis, sachant faire preuve de patience, mon compagnon attendit un temps certain, et quand il supposa la jeune femme suffisamment loin, Il est temps. et pour la seconde fois, nous pénétrâmes dans le magasin de bijouterie. La petite bonne y était, seule. Où est Madame Monistrol? Sorti, monsieur. Ah, non, ça n'est pas possible. Dites-moi que ça n'est pas vrai. Qu'elle est dans l'arrière-boutique ou dans ses appartements. Ah, monsieur, je vous jure. Non, hein, regardez-y plutôt. Hein. Et alors, c'est de l'air le plus contrarié que Monsieur Méchinet se frappa le front en répétant Oh là là, oh, comme c'est désagréable, mon Dieu. Oh, comme cette pauvre Madame Monistrol va être désolée. La petite bonne le regardait, bouche béante, l'œil arrondi d'étonnement. Mais au fait, vous, ma jolie fille, vous pouvez peut-être remplacer votre bonne. Si je reviens, c'est que j'ai perdu l'adresse du monsieur là, qu'elle m'avait prié de visiter. Mais quel monsieur? Vous savez bien, monsieur... Ah, c'est pas vrai, ça, voici que j'oublie son nom maintenant. Monsieur... Mais parbleu, vous ne connaissez que lui. Ce monsieur à qui votre diable de chien obéit si bien. Ah ouais, monsieur Victor. Ah ben c'est cela, tout juste. Monsieur Victor. Qu'est-ce qu'il fait déjà, monsieur Victor? Il est ouvrier bijoutier. C'est un grand ami de monsieur. C'est même pour cela hein, qu'il fait tout ce qu'il veut, plutôt. Mais bien sûr, c'est cela. Mais où ai-je la tête? Et il habite où déjà, ce monsieur Victor? Il demeure rue du roi René, du roi adoré, au 20. Quelle misère, ma chère enfant, que la vieillesse. Elle paraissait toute heureuse, la pauvre fille. Merci, ma jolie. Vous venez de rendre un fier service à Madame Monistrol. Elle sera bien contente. Monsieur Méchinet s'envola si lestement que je faillis tomber en me précipitant à sa suite dans les escaliers. Nous mîmes un quart d'heure pour nous rendre sur les lieux. Et c'est de l'air le plus posé qu'il s'engagea dans l'allée étroite du 23 rue du Roi Doré. Monsieur Victor? Demanda-t-il au concierge. « 4e, porte à droite !» répondit ce dernier sans même lever la tête. Il est chez lui? Oui. Monsieur Méchinet fit alors un pas vers l'escalier, mais semblant se raviser. Il faut que je le régale d'une bonne bouteille, ce brave Victor. Chez quel marchand de vin il va? Je suis d'en face, répondit le concierge, toujours sans se soucier de nous. Monsieur Méchinet commanda alors une bouteille avec un bouchon vert. La bouteille nous ayant été apportée, mon compagnon exhiba le bouchon trouvé chez Monsieur Pigot
et il nous fut aisé de constater l'identité de la cire. Et c'est donc d'une main assurée que M. Méchinet frappa à la porte de Victor. Entrez. Au nom de la loi, je t'arrête. Notre présence ne parut pas le troubler. Vous moquez-vous de moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne fais donc pas l'enfant, et ton compte est réglé. On t'a vu sortir de chez le père Anténor et j'ai dans ma poche le bouchon dont tu t'es servi pour empêcher ton poignard de s'épointer. Oh, je suis innocent. Tu diras cela au juge. Mais ta complice, la femme Monistrol, a déjà tout avoué. Oh, non, non, c'est impossible, elle ne savait rien. Alors, tu as fait le coup tout seul? Très bien. Bon, c'est toujours autant de confesser, hein. Mon cher monsieur Godoy, cherchez donc dans les tiroirs. Vous y trouverez probablement le poignard de ce joli garçon et très certainement les lettres d'amour et le portrait de sa dulcinée. Et en effet, je trouvais tout ce que mon compagnon m'avait annoncé. Et 20 minutes plus tard, Victor, proprement emballé dans un fiacre, roulait vers la préfecture de police où, se sentant perdu, s'abandonna et nous dit son crime dans les moindres détails. Mon but, en assassinant, était surtout de faire retomber sur M. Monistrol le châtiment du crime. Voilà pourquoi je m'étais habillé comme Monistrol et que je m'étais fait suivre de Pluton. Et alors, une fois le vieillard assassiné, j'avais eu le courage de tremper dans le sang le doigt du cadavre pour tracer ces 5 lettres, Monis. Ah, si j'avais réussi, je faisais d'une pierre deux coups. Je me débarrassais de Monistrol, que je hais, et dont je suis jaloux, et j'enrichissais la femme que j'aime. Et malheureusement, mon garçon, tu as perdu la tête au dernier moment. C'est la main gauche du cadavre que tu as trempée dans le sang. Quoi? C'est ça qui m'a perdu? Absolument. Et alors, du geste du génie méconnu, le misérable leva le bras vers le ciel. Ah, soyez donc artiste! S'écria-t-il, et il ajouta en nous toisant d'un air de pitié. Mais le père Pigot, il était gaucher! Ainsi, c'est à une faute de l'enquête qu'était due la découverte du coupable. Le lendemain, Monistrol fut mis en liberté. Et comme le juge d'instruction lui reprochait ses aveux mensongers... J'aime ma femme. Je voulais me sacrifier pour elle. Je la croyais coupable. Ah, l'était-elle coupable? Moi, je le jurerai. On l'arrêta, mais elle fut acquittée par le jugement qui condamna Victor aux travaux forcés à perpétuité. Monsieur et Madame Monistrol tiennent aujourd'hui un débit de vin malfamé sur les cours de Vincennes. L'héritage de leur oncle est bien loin. Ils sont dans une affreuse misère, les pauvres. Bravo.